Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du lab de découverte de l'Active Directory. Aujourd'hui, on va laisser un peu de côté la partie Active Directory pour faire deux choses. Donc, une chose plus importante, enfin, qui va prendre plus de temps, et une autre chose qui va être intéressante à voir. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, et c'est aussi un des objectifs du fait d'avoir installé OpenSense, c'est segmenter notre réseau. Actuellement, nos clients, donc nos workstations, nos Windows 10, sont dans le même sous-réseau, sous le même segment physique, donc le LAN segment, que nos serveurs. Et ça, c'est pas forcément une bonne pratique en entreprise. Normalement, en entreprise, on a un réseau en fait qui est découpé en plusieurs sous-réseaux, plusieurs segments physiques ou VLAN. Pourquoi? Tout simplement parce que si une machine cliente est dans le même sous-réseau et le même segment physique qu'un serveur, eh bien, elle aura un accès direct à ce serveur, sauf si effectivement le pare-feu local de la machine, donc par exemple le pare-feu Windows, est configuré. Mais si on commence à avoir des dizaines, des centaines de serveurs, ça commence à être plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser un, un outil réseau, donc comme le pare-feu, comme OpenSense, comme un routeur, pour pouvoir centralement segmenter en fait notre réseau. Et le pare-feu va nous ajouter une couche de sécurité en permettant d'effectuer des règles de filtrage sur notre sous-réseau. Sur nos sous-réseaux, enfin entre nos sous-réseaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas toucher au sous-réseau de nos serveurs, parce que les serveurs, en général, on ne touche pas cette entreprise au niveau réseau. Par contre, on va venir déplacer nos clients dans un nouveau sous-réseau. Et ensuite, la deuxième chose que nous allons voir, c'est l'installation du rôle DHCP sur Windows Server. Actuellement, il est porté par le pare-feu et c'est bien, mais il est possible pour certaines raisons qu'on veuille l'avoir sur le rôle Windows Server parce qu'il est, c'est plus enfin, on a plus l'habitude de l'administrer, etc. Et cela va nous permettre de voir aussi la notion de DHCP relais. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. La première chose que nous allons faire pour la partie segmentation réseau, cela va être d'ajouter une carte réseau à nos machines virtuelles. D'abord l'OpenSense, enfin le pare-feu, et ensuite les clients. On va ajouter un nouveau LAN segment, donc il va falloir ajouter une carte réseau appartenant à ce LAN segment. Donc on va venir ici sur le firewall 001, faire un clic droit. Nous allons faire Add pour ajouter donc un adaptateur réseau et ensuite nous allons choisir un nouveau LAN segment. Donc là effectivement j'en avais déjà qui existe avant mais on va en créer un autre, donc on va cliquer sur LAN segment, on va faire ajouter, on va l'appeler par exemple client. Voilà, on va venir le choisir. Donc là effectivement c'est comme si on avait un switch physique qui porte des VLAN etc, qui est vraiment en fait séparé de l'autre LAN segment qui ne peut pas communiquer avec directement. Donc nous allons venir valider pour pouvoir avoir notre LAN segment, notre nouvelle carte réseau. Donc là normalement, si donc sur la partie console du firewall on clique sur entrée, on devrait voir normalement une troisième carte réseau apparaître. C'est pas forcément le cas, il faut attendre un peu de temps ou rebooter. Par contre, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est se rendre sur le client. On se rappelle que OpenSense joue le rôle de passerelle. Donc on va pouvoir aller sur l'interface web de notre OpenSense. Voilà, et donc on va pouvoir venir assigner cette nouvelle carte réseau. Parce que là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que si on va là, et qu'on ping là, qu'on ping par exemple notre contrôleur de domaine, en fait, cette requête n'atteint jamais le pare-feu. Pourquoi? On l'a expliqué dans les précédentes vidéos. Ce sous-réseau est connu en fait de notre client, le sous-réseau 2, puisque les deux IP sont dans le sous-réseau 192.168.2. Donc le client n'a aucune raison d'envoyer ce paquet en fait à sa passerelle par défaut. Donc ça n'atteint jamais le pare-feu et on ne peut pas profiter ici des règles de pare-feu et de filtrage. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut segmenter au niveau réseau. Donc ici on va se rendre sur interface, assignment, et là on voit effectivement qu'on a une nouvelle interface qui apparaît ici. Donc là on a l'adresse MAC. Si on va sur le pare-feu, sur les paramètres, donc elle finissait par 77, on peut venir vérifier ici. Voilà, donc c'est bien la bonne adresse MAC. On va venir l'assigner et on va pouvoir lui donner un nom. Donc par exemple, on va l'appeler client. Voilà. Donc là, effectivement, notre interface client est apparue ici. Donc on peut sauvegarder. La première chose qu'on va faire, c'est comme pour les autres sous-réseaux, notre pare-feu fait routeur. Donc nos clients vont appartenir à un nouveau sous-réseau. On va prendre le 192.168.3, mais le principe reste le même.
l'OpenSense sera le routeur et sera donc la passerelle. Donc on va se rendre sur l'interface client. On est là. Voilà, on va ici sauvegarder. On va faire Enable Interfaces, interface, pardon. On peut effectivement interdire la suppression de l'interface. On va configurer notre IP v4 qui va être en statique. Voilà. Donc la MAC adresse, on la change pas, on garde celle de VMware. Et là, on va bien penser à pas faire l'erreur comme la précédente vidéo et se mettre en /24. Et nous allons l'appeler 192.168. Enfin, mettre l'IP, pardon, en 3.254. Donc, nous allons faire maintenant un save. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, pourquoi pas, c'est de pinguer maintenant cette interface. On va voir ce qui se passe. Donc là, effectivement, ça marche depuis le client. Pourquoi? Parce que, tout simplement, notre client ne connaît pas le réseau 168.3.254. Et donc, même s'il n'est pas effectivement dans le nouveau LAN segment client, il est dans l'ancien, donc le LAN segment standard, il va l'envoyer à sa passerelle, et sa passerelle, cette IP, elle la connaît. Puisque sa passerelle, c'est l'OpenSense, c'est rien de plus qu'une autre interface de la passerelle. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter ici pour la partie pare-feu, et on va nous attaquer à la partie client. Nous allons à présent nous occuper du client. Donc ce qu'on va faire, c'est venir le changer de LAN segment. Alors, entre les vidéos, ce que j'ai fait, c'est que je renommé aussi également l'ancien LAN segment en serveur, parce que maintenant, il va être dédié au serveur, ça évite de faire des confusions. Donc pour le renommer, vous allez sur LAN segment, serveur, donc oui, il doit s'appeler LAN, si vous l'avez laissé aux mêmes étapes que les précédentes vidéos, et vous le renommez ici en serveur. Donc passons le client sur LAN segment client. Normalement, là, si on ouvre une CMD, on devrait avoir l'adresse IP qui nous a été fournie par DHCP, sauf si au même moment, maintenant en tout cas, on arrivait à la fin du bail DHCP et qu'il envoie une requête de renouvellement. Mais là, bon, on a encore l'ancienne adresse IP, dans le réseau 2. Si on essaye de pinguer la passerelle, on voit que ça ne marche plus. Pourquoi? Et effectivement, on est toujours sur le même sous-réseau logique. Par contre, on est passé sur un autre LAN segment, en fait, sur un autre switch. Et là, actuellement, dans l'état des choses, il n'y a aucun moyen, en fait, que notre requête, au niveau physique, elle arrive sur la carte réseau, en fait, notre passerelle, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que cela ne marche pas. D'ailleurs, si on va ici sur l'interface web et qu'on essaie de la recharger, a priori ça va pas marcher. Effectivement, ça mouline, quand ça met trop de temps à recharger, voilà, ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire là, on va d'abord essayer de passer notre client en IP statique sur donc le sous-réseau associé à ce LAN segment, le point 3. Donc, effectivement, pour l'instant, on n'a pas trop de risque. On sait que la seule adresse IP, c'est la 3.54, donc l'interface sur le LAN segment client de notre OpenSense qu'on a configuré tout à l'heure. Mettons l'adresse 100 par exemple. Allez, on va mettre l'IP de l'OpenSense en passerelle. Et mettons notre serveur DNS, qui est notre contrôleur de domaine. Ok. Est-ce que cela va marcher? Là, normalement, on a deux adresses IP, la 3.54 et la 3.100 qui sont sur le même LAN segment, le même segment physique, donc normalement elles devraient pouvoir communiquer entre elles. Allons voir ça. Bon, là, a priori, ça ne marche pas. Bon. Et si on essaie d'accéder à l'interface web, cette adresse IP, ça ne marche pas. Alors pourquoi? Donc ce qu'on va faire là, en fait, une petite astuce, on va retourner sur notre contrôleur de domaine qui lui est toujours dans l'ancien LAN segment, et à partir de là, on va pouvoir atteindre l'interface web sur le 2.254. Là, on n'aura pas de souci. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plupart des firewalls, en tout cas pour OpenSense, c'est le cas, lorsqu'on ajoute une carte réseau un peu comme ça, on va voir que là, on n'a pas de règle par défaut. C'est un pare-feu, donc il gère des connexions aussi entre sous-réseaux et permet d'appliquer des règles. Et là, ce qu'il nous dit là en anglais, c'est que donc on n'a aucune règle client qui n'est actuellement définie, et donc toutes les connexions arrivant sur l'interface client, elles vont être bloquées jusqu'à ce qu'on crée une règle. Et ça, c'est le comportement normal des pare-feux. En fait, un pare-feu est là pour bloquer le flux réseau. Donc, par défaut, un pare-feu bloque tout, et ensuite, il va autoriser les petites exceptions qu'on va
mettre par règle. Et donc en fait, ça permet de maximiser le niveau de sécurité en rejetant tout par défaut. Donc là, on va faire quelque chose d'un peu moche qu'on ne devrait pas faire, mais c'est pour le cas du lab. On va ajouter une règle et autoriser tout, peu importe d'où ça vient. Ok, juste pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, il faut appliquer les changements et retournons sur notre client. Donc maintenant, on va essayer de pinguer la fameuse interface. Bon là, a priori, ça marche, c'est plutôt une bonne chose. Et là, si on va sur l'interface web, alors ça peut marcher ou non en fonction qu'elle soit active sur cette interface, enfin qu'on puisse l'accéder, cette interface à l'interface web, mais là, cela marche. Donc très bien. Donc voilà pour la première étape de la partie client. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est passer à la partie DHCP sur ce nouveau sous-réseau. Nous allons donc configurer le service DHCP sur ce nouveau sous-réseau. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que ce service DHCP, on va l'installer sur Windows Server. Donc en fait, Windows Server possède également un rôle DHCP, et donc en fait, ça va nous permettre de voir deux choses. Tout d'abord, la partie installation du rôle, configuration du rôle, et ensuite, nous allons voir un petit peu comment ça se comporte, et notamment avec l'option du DHCP relais. On va étudier un petit peu tout ça une fois qu'on aura installé le rôle. Donc commençons par installer le rôle. Allons sur Windows Server, cliquons sur voilà, le gestionnaire de serveur, manager, on va ajouter un rôle, feature, et nous allons faire donc suivant, nous allons ajouter le rôle DHCP serveur ici. Très bien. Donc, on va l'installer. Alors, on va voir que c'est un petit peu particulier parce que c'est quelque chose qu'on va voir dans des prochaines vidéos. Le rôle DHCP, lorsqu'il est installé sur Windows Server, il a un certain lien avec l'Active Directory. Donc, ce que va nous demander là le contrôleur de domaine une fois qu'on a installé le rôle DHCP serveur, puisque, alors là, encore une fois, on installe le rôle sur le contrôleur de domaine, on ne devrait pas. Normalement, dans un vrai cas d'entreprise, on dédie un autre serveur au DHCP, mais là, c'est dans le cadre du lab. Mais en tout cas, comme le serveur en question appartient au domaine, il va nous demander de l'autoriser dans l'Active Directory. Nous verrons donc ultérieurement ce que cela veut dire. Donc là, tout d'abord, on va installer le rôle DHCP et on va venir configurer, un peu comme sur le pare-feu, même si l'interface sera différente, un range, voilà, pour notre réseau .3. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, petite... voilà, je vais le dire tout de suite, ça ne va pas marcher automatiquement. Et on va voir juste après pourquoi. Attendons la fin de l'installation du rôle, ce ne devrait plus tarder à arriver. Un petit peu de temps, c'est pas très grave. Et nous allons pouvoir ensuite autoriser le serveur dans l'Active Directory et passer à la configuration de notre subnet pour le sous-réseau .3. L'installation a pris un peu de temps, mais voilà, donc le rôle d'HCP installé. Donc, cliquons sur fermer, et là c'est un petit peu, alors tac, comme pour le rôle ADDS, on voit qu'on a un petit point d'exclamation, cela veut dire qu'il y a des choses à configurer une fois le rôle installé. Donc ici on peut cliquer sur Complete DHCP Configuration. Donc voilà, faire Next, et là effectivement, donc, il va nous créer des groupes Active Directory, bon, on va passer rapidement, on y reviendra. Et il va devoir autoriser le serveur d'HCP dans l'Active Directory. Donc, son commit, voilà, il est autorisé. Donc maintenant, nous allons pouvoir ouvrir ici dans Tools la console d'HCP. Donc on va voir que c'est un petit peu différent du pare-feu OpenSense. C'est une console, une MMC sous Windows. Tac. Donc là, si on déroule, on a notre serveur d'HCP. Donc on peut voir qu'on a deux parties, IPv4 et IPv6, nous travaillons en IPv4, donc allons sur IPv4. Donc je vais pas rentrer dans les options tout de suite, enfin forcément tout de suite, tous les différents sous-menus, mais ce qu'on va venir faire, c'est déjà créer notre range. Donc faisons. Donc ici, nous allons scope sur Active Directory. Créons un nouveau scope, voilà. On va l'appeler client. Ok, tac. On va définir le début. Donc la première adresse distribuée par ce scope et la dernière, on va faire un peu comme pour le point 2, donc entre 100 et 200 ou 199 comme vous voulez.
Hop, 200, pardon. Et là, donc là, bon, c'est des exclusions. Donc là, ce serait typiquement, en gros, on ne pourrait pas fournir cette adresse IP dans le scope qu'on a défini avant. Donc la durée du bail, on va rester sur 8 jours, peut-être un peu moins, mais c'est pas très grave en entreprise. Et là, il nous demande si l'on veut configurer les options, donc certaines options déjà, donc on va cliquer sur oui. La première option, donc c'est le routeur. Et bien le routeur, c'est notre pare-feu OpenSense, donc c'est le 3.254, pour le réseau 3 bien sûr. Cliquons sur ajouter. Tac. Alors là, les avantages, effectivement, pas forcément un très gros avantage, mais sympathique, du fait qu'on soit dans le domaine Active Directory, c'est qu'il est capable le rôle d'HCP est capable déjà de nous proposer son propre serveur DNS comme serveur DNS possible à fournir dans les options du client. Alors peut-être qu'il le ferait dans tous les cas si il n'était pas dans l'AD, s'il prendrait le serveur DNS sur sa carte réseau, je suis pas sûr, mais en tout cas, là effectivement, on voit qu'on a notre bon serveur DNS. Et là, WinServer, on va passer, voilà, et on peut activer le scope ici. Ok. Donc là, le scope est activé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se rendre sur le client, et bon, ce qu'on va se dire, c'est que, tiens, je vais aller sur ma carte réseau, et je vais la repasser en DHCP. La question, c'est, est-ce qu'on va obtenir, par exemple, IP 3.100, en tout cas une IP dans le scope qu'on a défini. Supprimer, voilà, IP config. On va faire un IP config, et là, on voit qu'on n'a pas obtenu d'adresse. Donc on peut attendre un petit peu, mais on n'obtient pas d'adresse. La question maintenant, c'est de se demander pourquoi on n'a pas obtenu d'adresse. Et donc pour ça, on va revoir un petit peu de théorie sur le protocole DHCP. Pour pouvoir expliquer le protocole d'HCP, je vais m'appuyer sur voilà, un petit article que j'ai trouvé sur Internet. Donc c'est un protocole bien documenté, bien évidemment. Donc voilà, j'ai trouvé cet article qui est très bien. Donc, il faut savoir que, en fait, lorsque un client va booter et demander une adresse IP, eh bien, il n'a pas encore d'adresse IP. Donc en fait, il ne peut pas communiquer directement avec quelqu'un qui se dans son sous-réseau dans le 192.168.2, puisque justement, son objectif là, c'est d'obtenir une adresse IP. Donc en fait, il va envoyer un premier message qui s'appelle un DHCP Discover. Il va sonder le segment réseau physique sur lequel il se trouve en fait, le VLAN, donc s'il y a un VLAN en place, le VLAN, pour essayer de localiser un serveur DHCP. Et pour ça, il va envoyer une requête qu'on appelle un DHCP Discover, donc depuis cette source, pour dire qu'il n'a pas d'IP en fait, vers cette destination. Et donc cette destination, donc 4 x 255, c'est une adresse un peu particulière, qui veut dire ici, on peut le voir, tout le monde sur le réseau, on se trouve. Mais tout le monde sur le même VLAN. Donc, dans le cas présent, on pourrait assimiler notre VLAN en fait à notre LAN segment client. Ok. Le problème, c'est que nous, notre serveur DHCP, eh bien, il se trouve où? Il se trouve sur le contrôleur de domaine. Ce contrôleur de domaine, il n'est pas sur le même LAN segment. Il est sur un autre LAN segment, sur un autre VLAN, sur un autre switch physique. Donc, a priori, pour le moment, il est impossible que la requête DHCP Discover arrive sur notre contrôleur de domaine, enfin sur notre serveur DHCP. Il faut savoir que c'est une requête de type broadcast. Donc, il y a plusieurs types de communication au sein d'un réseau IP. Le broadcast, donc le broadcast, on va vraiment l'envoyer à tous les autres du sous-réseau sur lequel on se trouve. On a l'unicast. L'unicast, c'est vraiment on spécifie une adresse en particulier, comme quand on fait un ping par exemple. Et le multicast, ça c'est un peu à part. Mais en tout cas, il faut savoir que les messages de broadcast ne peuvent pas sortir du VLAN par défaut. Ils ne peuvent pas sortir du VLAN dans lequel ils se trouvent. Donc le DHCP Discover ne va jamais arriver sur le serveur DHCP puisqu'il est sur un autre VLAN, un autre segment. Et la suite, donc la suite qui est ensuite, on a la DHCP Offer Request DHCP Acknowledge, donc pour dire qu'on accepte l'IP, on ne peut pas passer à la suite de ça. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment faire pour obtenir une IP de notre serveur DHCP qui est dans un autre LAN segment.
Donc, comme nous l'avons dit, afin de résoudre le problème que nous rencontrons, nous allons utiliser la fonctionnalité de DHCP relais d'OpenSense. Je suis retourné sur l'OpenSense, elle est juste ici. Comment cela fonctionne? En fait, ce qui va se passer, c'est que notre client va broadcaster son DHCP Discover, et ce DHCP Discover va arriver jusqu'à l'interface client de notre OpenSense, jusqu'à cette interface-là, pardon, puisqu'ils sont dans le même segment physique réseau. Et donc, en utilisant le DHCP relais, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir dire justement à OpenSense, bon ben dès que tu reçois un DHCP Discover sur l'interface client, toi, je veux que tu rediriges cette requête vers un serveur d'HCP en particulier. Et donc là, le serveur d'HCP, bah, celui que nous avons installé sur le contrôleur de domaine, qui a fortiori a l'IP 192.168.2.1. Il n'est pas dans notre LAN segment ou dans le sous-réseau 192.168.3, mais grâce à cette fonctionnalité, nous allons pouvoir lui forwarder la requête d'HCP Discover. Cette requête ne sera plus une requête de broadcast, mais sera une requête d'unicast en fait, avec comme IP source l'interface WAN de notre OpenSense, le 192.168.3.254. Donc allons dans DHC relais, configuration. Donc d'abord nous allons ajouter la destination. Cela va être notre serveur d'HCP de destination. Donc, on va l'appeler comme notre serveur le nom de notre serveur, enfin notre compteur de domaine où il y a aussi le rôle d'HCP, donc DCS001, et on va lui mettre l'adresse IP 192.168.2.1, sachant qu'on peut mettre plusieurs serveurs d'HCP ici. Ensuite, nous allons configurer le relais. Donc, le relais, on va faire plus. Donc, nous allons dire, eh bien, sur quelle interface écoute le service d'HCP relais. Donc, on va d'abord l'activer. Eh bien, nous, c'est sur l'interface client. Et la destination, c'est le DC0001. Et donc ça, donc la dernière case qui est Ajout Information, elle permet d'envoyer des informations en plus de la requête d'HCP propre au serveur qui fait d'HCP relais, donc l'OpenSense, son adresse IP, etc. Donc on va pas forcément la cocher, on va voir ce qui se passe, sinon on pourra revenir dessus. Cliquons sur Save. Donc normalement, quand tout est bon, là on voit qu'on a le status à rouge, enfin qui est rouge, voilà, il faut qu'il passe vert. Sachant que, a priori, en tout cas, il me semble qu'on ne peut pas faire tourner le service DHCP relais et le serveur DHCP en lui-même en même temps, puisqu'ils utilisent ce qu'on appelle les mêmes ports, donc les ports TCP, on en parlera peut-être si tout le monde ne sait pas ce que c'est, et voilà, c'est les mêmes ports, donc ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc si vous avez encore le serveur DHCP activé pour le LAN, je vous invite à le décocher, donc décocher la case Enable, et voir si ça passe à vert. Ça peut nécessiter un peu de temps, un reboot du serveur OpenSense, un reboot du service d'HCP relais. Donc voilà, ça ne marche pas forcément tout de suite, donc nous allons attendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ça reste à rouge, parfois c'est un peu capricieux, nous allons aller dans le dashboard ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici redémarrer le service d'HCP relais. On va attendre que la liste des services s'affiche juste ici, et bien évidemment cela bug, voilà. D'ailleurs on voit qu'il est éteint, donc très bien, on va l'activer. Une fois que tout sera bon, nous allons retourner voir si le statut est passé en vert. Donc là, il faut que la case ici devienne verte. Comme ça bug, j'ai dû cliquer 2 fois. Donc on va refaire Start. On va rafraîchir la page. Voir si le service est lancé. Voilà. On va voir si le service est lancé quand la liste de services sera affichée, donc toujours pas. Alors c'est possible qu'il y ait une erreur du coup s'il ne se lance pas. Le service d'HCP relais, c'est un peu étrange. Ok, retournons voir au niveau des services d'HCP relais, d'HC relais. Je sais pas si c'est une erreur de syntaxe. Je l'appelle comme ça, c'est pas bien grave. Configuration, effectivement, il est toujours en rouge. Tac, donc ce qu'on va faire, ça va être plus simple. On va redémarrer OpenSense. Parfois, cela peut suffire. Voilà. Effectivement, il est toujours en rouge. Nous allons redémarrer la machine et voir si le service d'HCP relais fonctionne. La VM OpenSense a redémarré, le service est bien en cours d'exécution. Bon ben voilà, donc ça peut être un petit bug ou une petite attente. Donc bien évidemment en production on n'aurait pas redémarré comme ça le routeur. Et donc là c'était pour voir si ça marchait, donc très bien, le service est actif. Donc maintenant je vais me rendre sur mon client. Bon, j'avais déjà fait un test, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va carrément fermer
une CMD, faire un ipconfig slash release, voilà, donc pour libérer mon adresse IP, slash renew, et là, normalement, si tout va bien, mon client devrait obtenir une IP fournie par mon serveur DHCP sur le Windows Server, et c'est le cas. D'ailleurs, si on se rend sur le serveur d'HCP, bon, on va faire un refresh, on voit bien qu'on a une lise qui va expirer, donc on a laissé 8 jours, donc dans 8 jours, donc ça veut dire à 19h à peu près 28, et c'est bien l'heure à peu près à laquelle on a fait l'ipconfig slash release slash renew sur le client. Alors, avant de terminer cette vidéo, nous allons quand même voir une partie assez importante pour voir l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on a fait cette segmentation réseau. Donc, pour rappel, là, si on est sur notre client, on va essayer de pinguer le contrôleur de domaine. Là, ça marche. Ça marche parce que si on se rend sur l'interface web de l'OpenSense, on se rappelle qu'on a créé une règle qui autorise tout. Mais on avait aussi vu que c'est pas du tout conseillé. On l'a fait pour faire fonctionner rapidement le DHCP relais, mais ce n'est pas du tout conseillé. Donc maintenant, on va voir comment un peu affiner et sécuriser tout ceci. La première chose qu'on va faire, c'est supprimer la règle. On la supprime. Et là, après avoir appliqué les changements, on se prend sur le client. On voit qu'on ne ping plus. Forcément, puisqu'on est revenu sur l'état de base qui nous dit que si aucune règle de fin n'est définie, on bloque tout par défaut. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une règle, mais qui ne laisse pas tout passer, qui va, premièrement, uniquement laisser passer le ping depuis le réseau client vers le réseau LAN, enfin le réseau serveur. Nous ajoutons une règle, donc la source, eh bien nous l'avons dit, c'est le réseau client, donc nous cherchons client.net. Voilà. La destination, c'est notre réseau serveur qui ici s'appelle LAN.net. Très bien. Petite erreur, c'est pas très grave, ça peut arriver. On va recréer la règle. Tac. Donc on a dit la source, donc l'interface, donc, le paquet ICMP, le ping va arriver sur l'interface client, puisqu'on va le faire depuis notre client. Pour protocole, nous allons choisir ICMP. Tiens, je l'avais raté avant, donc tant mieux. Voilà. Pour la source, nous allons choisir, on a dit, le client net. Pour la destination, cela sera le LAN.net ou le réseau serveur. Et nous allons cliquer sur Save. Nous allons appliquer les changements. Et nous allons retourner sur le client et essayer de pinguer le 2 points. Ça marche. Par contre, si on essaie de pinguer l'interface WAN de notre OpenSense, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas autorisé par la règle. Là, normalement, si on essaye d'aller sur l'interface web de l'OpenSense, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas autorisé non plus. Et d'ailleurs, si on essaye de pinguer le DC01, ça ne marche pas. Donc, on va, si on retourne ici, on se rappelle, hein, le hostname de notre serveur, c'est DC01. Ah non, pardon. Pour une erreur, c'est DC01. On va le faire. Pas 001, donc DC01. Ça marche. Par contre, on va essayer de pinguer, par exemple, le file 01. Ou 001. On va voir, pam. Tac, si on se rend dessus, serveur DNS, les bonnes pratiques, on peut aller vérifier l'enregistrement DNS, comme ça, ça fait un petit rappel. Donc, on va faire un petit refresh, file 001, donc quoi, on n'a pas forcément bien respecté la nomenclature, mais c'est pas grave. File 001, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, d'ailleurs on peut essayer avec le test.là, il n'y a pas. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce qu'encore une fois, sur la règle de pare-feu, on a autorisé l'ICMP. Mais en fait, il faut savoir que si on veut autoriser un protocole, il faut explicitement l'autoriser maintenant dans la règle. Donc on a autorisé l'ICMP, mais le protocole DNS, qui nous sert à résoudre tout d'abord avant de faire le ping, le file 001, il n'est pas autorisé. Ça marchait pour le DC01 parce qu'il est possible que le client avait en cache, en fait, les clients gardent un cache DNS dans notre DNS. Voilà, mais il y avait peut-être ce cache pour le DC01 et pas pour le file 001. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est retourner sur le DC, et là, nous allons créer à nouveau une règle, plus, voilà.
nous allons, donc, toujours pareil sur l'interface client, TCP IP sur le protocole, nous allons choisir ici. Alors, il est possible que le protocole soit précisé, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, hop. Ce qu'on va faire, c'est que moi choisir UDP. Donc, je reviendrai plus tard, mais globalement, c'est lié à la notion de port dont on a parlé précédemment. Quand je disais que les serveurs d'HCP relais ne pouvaient pas, en fait, fonctionner en même temps, c'est parce qu'ils utilisent le même port TCP UDP. On va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque service, en fait, chaque protocole, pour communiquer avec sur un serveur, il est associé à ce qu'on appelle un port TCP UDP qui va de 1 à 65 000 et quelques. Et en fait, c'est comme ça qu'on identifie le protocole qui est utilisé parce qu'il utilise un port en particulier. Donc d'HCP c'est 67, 68, DNS c'est 53, HTTP 80, etc. Donc voilà. Donc là, eh bien nous, ce qu'on veut faire, c'est autoriser le DNS. Donc toujours pareil, on va restreindre à notre client net. Très bien. Et au niveau de la destination, bon ben là, on a dit que on va reprendre le LAN net, mais on pourrait très bien prendre uniquement l'adresse IP de notre contrôleur puisque c'est lui le serveur DNS. Et là, bon, ben, le port DNS utilise le port 53. Donc on va venir prendre, d'ailleurs, il est déjà spécifié ici, donc on va venir prendre DNS, from DNS to DNS, mais c'est le port 53. Nous allons venir appliquer la règle. Appliquons le changement, retournons là-dessus. Et là, on peut voir effectivement que la requête DNS est autorisée, puisqu'on a autorisé le protocole DNS depuis notre LAN, enfin depuis notre réseau client vers notre réseau serveur, et plus particulièrement vers notre contrôleur de domaine. Cette vidéo arrive maintenant à sa fin, donc pour récapituler, ce que nous avons vu, c'est comment placer nos clients dans un réseau dédié, un LAN segment dédié, un réseau physique dédié, donc pour les raisons qu'on a évoquées, pour éviter qu'ils puissent directement se connecter au serveur au niveau réseau et qu'on n'ait pas à gérer les firewalls locaux de chaque serveur, donc avoir un firewall central et un routeur central. Donc comment le faire? Comment installer le rôle d'HCP serveur sur Windows Server et configurer le DHCP relais pour que notre client qui est sur un nouveau réseau physique puisse quand même obtenir une IP depuis notre serveur DHCP qui est sur un autre réseau, donc fait du DHCP au relais. Et nous avons vu à la fin un petit peu comment affiner les règles de pare-feu pour ne pas tout autoriser avec la notion de port TCP UDP. Donc vous pouvez vous renseigner dessus, mais il faut savoir globalement que chaque protocole est associé à un port, donc un nombre. Donc DNS 53, DHCP 67, HTTPS 443, etc. Et qu'il valait mieux au niveau des règles de pare-feu, donc plutôt que de tout autoriser, de créer des règles assez restrictives. Si on veut autoriser le DNS depuis notre LAN client vers notre contrôleur de domaine, et bien dans la règle, nous allons autoriser depuis le 192.168.3.0 vers l'IP du contrôleur de domaine uniquement le protocole DNS ou le port 53. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.